Et donc, on a deux classes thérapeutiques, mais la première classe, on ne peut la donner que par voie intraveineuse, sous-cutanée. La deuxième classe, on la donne par voie orale. Elle est plus accessible pour les patients pour leur donner le médicament à domicile. C'est clair? Maintenant, je continue avec les antiagrégants. C'est bon? Vous avez bien saisi les anticoagulants, je suppose. Maintenant, les antiagrégats. Voilà. On a vu que pour avoir la formation d'un caillot sanguin frais, c'est surtout les antiagrégants. Et on a vu, je reviens sur la physiopathologie. Je donne comme exemple toujours le syndrome coronarien aigu, que le syndrome coronarien aigu contient une rupture de la plaque, de la plaque d'athérome. Le contenu de la plaque qui se met en contact avec le sang, il va entraîner premièrement, l'activation de la cascade de coagulation d'une part et l'agrégation plaquettaire d'autre part. Donc, on a besoin de donner les anti-agrégants plaquettaires. Donc, les anti-agrégants plaquettaires sont des médicaments qui empêchent l'agrégation plaquettaire et empêchent ainsi la formation du caillot sanguin. Parce que pour avoir un caillot sanguin, il faut avoir des plaquettes. Voilà. Donc, on revient toujours à notre. Il y a les inhibiteurs de la synthèse de la thromboxane A2, tels que par exemple l'aspirine. Il y a les inhibiteurs du récepteur P2Y12 à l'adénosine diphosphate, c'est le clopidogrel que vous connaissez, le Plavix, le fameux Plavix. Et vous avez les inhibiteurs du récepteur GP2B3A, mais ce sont aux fibrinogènes tels que par exemple le tyrofibon. Ce sont des médicaments qu'on utilise en milieu hospitalier, par voie intraveineuse, surtout en cas d'angioplastie pour éviter la grande agrégation plaquettaire. Voici donc, je vous ai fait un schéma pour la cascade de coagulation. Vous avez donc l'agrégation plaquettaire. Elle se fait grâce à la thromboxane A2, grâce à la cyclooxygénase, mais en fait, l'aspirine, elle va arriver ici, elle va inhiber. Elle va commencer par la cyclooxygénase, et donc là, elle va empêcher la formation de thromboxane A2, qui va, elle, empêcher l'agrégation plaquettaire. Ou bien, vous avez également une autre voie, c'est la voie de l'ADP. Et c'est là où intervient le récepteur P2Y12. Et si le clopidogrel, il va s'associer à ce récepteur-là, il va également empêcher l'agrégation plaquettaire. Vous avez également l'adhésion plaquettaire ici. C'est quand on donne les anti-GP2B3A, eh ben, on va empêcher également l'agrégation plaquettaire et l'adhésion avec le fibrinogène, et on va empêcher également l'agrégation plaquettaire. Donc, en fait, il y a la voie de l'ADP, il y a la voie de la thromboxane A2, il y a la voie de GP2B3A, et on peut agir. On donne les anti-GP2B3A, on donne les anti-ADP, on donne les anti-cyclooxygénases, on va empêcher l'agrégation plaquettaire. Donc, en empêchant l'agrégation plaquettaire, et vous voyez que dans le syndrome coronarien qu'on a vu avant-hier ensemble, j'ai dit on donne double agrégation plaquettaire. Et parfois on donne triple. Hein. Dans les centres où on fait de l'angioplastie, on rajoute même les anti-GP2B3A. Mais ce médicament-là, il est très fort, on le donne par voie intraveineuse. Mais nous, habituellement, on donne le clopidogrel qui inhibe l'ADP et donc l'agrégation plaquettaire, et on donne l'aspirine qui inhibe le cyclooxygénase et donc l'agrégation plaquettaire. Mais on ne se contente pas d'un seul. On donne deux. On donne de l'aspirine et le clopidogrel. On a vu ça dans le cours. Double anti-agrégation plaquettaire. Dans le syndrome coronarien aigu, on n'a pas seulement donné une double anti-agrégation plaquettaire. On a donné également les anticoagulants.
Et on a donné le Novelox, l'Enoxaparine. Et on a donné même des doses de charge. Vous voyez qu'on donne des doses de charge de l'aspirine. On donne des doses de charge du clopidogrel. Le dose de charge, on a vu avant-hier, on peut aller jusqu'à 600 mg. Et la dose de charge de l'aspirine, on donne 500 mg par voie intraveineuse. Et puis, on fait le relais par voie orale. Tout ça, c'est pour empêcher l'agrégation plaquettaire. Et dans les centres d'angioplastie, on utilise les anti-GP2B3A pour éviter ce qu'on appelle également, nous, communément, le Réopro. Le Réopro, c'est un médicament qu'on donne pendant 72 heures par voie intraveineuse pour empêcher complètement l'agrégation plaquettaire. C'est-à-dire que tu vois que l'agrégation plaquettaire, elle est là, on empêche toutes les voies qui peuvent arriver à l'agrégation plaquettaire. On empêche la voie de la thromboxane A2, on empêche la voie de la DP, et on empêche la voie de la GP2B3A. Et on empêche l'agrégation plaquettaire de façon globale. De toute façon, vous avez un cours détaillé. Là où j'ai mis les doses, j'ai mis le mode d'administration. Vous avez tout ici dans le cours. J'ai fait exprès. Et la chose que je voulais, sur laquelle je voulais insister, c'est que ces médicaments-là, les antiagrégants plaquettaires, et je dois le dire, ce sont des médicaments qui agissent surtout sur le territoire artériel et non pas veineux. On ne donne pas les antiagrégants plaquettaires pour la thrombose veineuse. On donne les antiagrégants plaquettaires pour la thrombose artérielle. Pourquoi? Parce que l'agrégation plaquettaire, elle trouve sa place surtout dans l'artère et non pas dans la veine. La coagulation, elle trouve sa place surtout dans la veine. Il y a du sang veineux. Par contre, l'agrégation plaquettaire, c'est surtout dans l'artère. Donc, l'agrégation plaquettaire, le lieu, c'est bien l'artère. Donc, je reprends l'aspirine, ou l'acide acétylsalicylique que vous connaissez. Qui ne connaît pas l'aspirine? Nos grands-mères connaissent l'aspirine. D'ailleurs, elles se traitent avec l'aspirine. C'est un inhibiteur irréversible de la cyclooxygénase, COX-1. Et c'est une inhibition irréversible, c'est-à-dire, une fois ça s'accole à la cyclooxygénase, c'est bon. Il n'y aura plus d'agrégation plaquettaire. Le COX-1 est responsable, bien sûr, de l'activation de l'agrégation plaquettaire via la formation de la thromboxane, comme je viens de montrer sur le schéma. Une fois ingérée, l'aspirine est disponible environ 10 minutes avec un pic de concentration entre 30 et 40 minutes. C'est pour cette raison que nous, on donne toujours par voie intraveineuse pour aller plus rapidement. Parce qu'il faut arrêter. Dans le syndrome coronarien, il faut être à la seconde trait. À la seconde trait. Et puis, on fait le relais par voie orale. Les indications, c'est l'athérosclérose. Les malades qui font de l'artériopathie. Vous allez voir le cours de l'artériopathie. La posologie recommandée, c'est 75 à 160. Traitement du syndrome coronarien aigu ou d'accident vasculaire cérébral transitoire ou constitué ou de thrombose artérielle d'une autre localisation. Donc, n'importe où dans le système artériel, on peut donner l'aspirine ou l'acide acétylsalicylique. Le traitement de la fibrillation atriale, mais quand le chat passe, il est nul ou inférieur à 1. On peut donner à la place des anticoagulants. D'accord? Les principales contre-indications, c'est l'allergie, bien entendu. Les patients ayant un syndrome hémorragique. Les situations, bien sûr, à haut risque hémorragique. Un malade qui présente une insuffisance hépatique sévère. Un malade qui est une femme enceinte, dernier trimestre. Il faut éviter parce que ça risque de provoquer un syndrome hémorragique. Vous savez que l'aspirine, elle fait saigner. Elle fait saigner. Elle peut vraiment saigner. Les effets indésirables et complications, c'est les effets gastro-intestinaux. D'ailleurs, vous voyez que les malades cardiaques, on leur donne toujours du Gaviscon et de l'oméprazole pour faire un pansement gastrique. Les hémorragies, les digestifs patents, gastriques, ulcère gastrique, perforation, les céphalées, les vertiges, ça dépend des malades. Mais surtout, c'est les gastriques. Les malades, quand ils prennent de l'aspirine, vous disent on a mal au niveau des soins. Et on est obligé de leur donner un pansement gastrique. Parce que dans les syndromes coronariens, on ne peut pas se permettre
de laisser le malade sans aspirine. D'accord? Les inhibiteurs du récepteur P2Y12 à l'adénosine diphosphate, c'est le clopidogrel, c'est le Plavix que vous connaissez dans le service. Hein? C'est le Plavix. Donc, le clopidogrel est un inhibiteur irréversible, donc pour toute la durée de vie de la plaquette, du récepteur P2Y12 à l'adénosine diphosphate. Donc, et son action est retardée, et c'est pour cette raison qu'on fait de doses de charge. Vous allez dans le cours du syndrome coronarien, qu'on va aller jusqu'à 600 mg. D'accord? Avec donc une dose de charge de 600 mg, et le traitement est efficace aux environs de 2 heures de temps en vie. D'accord? Il commence en efficacité. Les indications, toujours, l'artérioplastie oblitéraire des membres inférieurs. Donc, on ne peut pas donner de l'aspirine, on peut donner du Plavix, du clopidogrel. Après, angioplastie coronaire. Bon, ça, il faut, si le malade, on va mettre un stent, il faut donner pour une longue durée. Le syndrome coronarien aigu avec puissance des cas du segment AC, en association avec l'aspirine, on l'a vu déjà hier. Et bien sûr, quand le malade fait, quand on n'est pas obligé de donner les deux à la fois, et si le malade fait des problèmes avec l'aspirine, on peut donner le Plavix, le clopidogrel à la place de l'aspirine. C'est très simple. Les principales contre-indications, c'est l'allergie au clopidogrel, c'est les contre-indications identiques à celles de l'aspirine, y compris la grossesse au 3e trimestre. Effets secondaires et complications sont les mêmes que ceux de l'aspirine, c'est la même chose. Vous avez ça, vous voyez, les inhibiteurs du récepteur GP2B3A. Vous avez surtout nous ce qu'on appelle le Réopro. Ce Réopro-là, c'est un fameux médicament qu'on a l'habitude d'utiliser pour l'angioplastie, pour inhiber, mais on le donne par voie intraveineuse. Donc, c'est un anticorps monoclonal qui bloque de façon irréversible la fixation du fibrinogène sur son récepteur GP2B3A. Son effet persiste pendant 24 heures après arrêt de la perfusion. On ne le donne pas par perfusion, hein. On le donne par, généralement, seringue électrique pendant 72 heures. Sont des inhibiteurs également des synthèses de récepteurs GP2B3A. Leur effet est rapidement réversible avec arrêt de la perfusion en raison d'une vie extrêmement qui est courte pour le leptifibadine et le tyrofibon. Ce sont des médicaments qui sont très chers. Hein. On les utilise seulement dans les salles de café. Voilà la posologie, par exemple, de l'aximab et le Réopro. Un bonus de 0,25 mg par kilo suivi d'une perfusion. Nous, on donne pendant 72 heures. Là, généralement, les gens, ils donnent pendant 24 heures, mais nous, on va jusqu'à, surtout quand on fait la couronne, on trouve un thrombus. On donne pendant 72 heures. La manipulation de ces médicaments se fait qu'en milieu spécialisé. Salle de coronarographie ou l'unité des soins intensifs cardiologiques. Leur prescription est décidée par le médecin qui réalise l'angioplastie coronaire. Parce que ce sont des médicaments qui donnent beaucoup de saignements. D'accord? Voilà. Donc, les indications, ça reste une plastie coronaire complexe. Que c'est quand on fait la couronne, on trouve un thrombus. Là, on est obligé de les donner par voie intraveineuse. Le malade reste bien sûr hospitalisé, le syndrome coronarien est aigu. Les contre-indications, bien sûr, c'est l'allergie aux médicaments. Et les contre-indications, c'est identique à ceux du clopidogrel, à ceux de l'aspirine. Voici ce que je voulais donc, les indications et la surveillance, bien entendu, il faut surveiller. Et surtout, il faut surveiller la numération la formule de numération sanguine après initiation du traitement, parce qu'il risque de donner une thrombopénie sévère, surtout pour ces derniers. D'accord? Les autres anti-agrégants plaquettaires ne sont pas tellement utilisés tels que Ticlopidine. Ticlopidine, on l'utilisait à un moment donné, mais maintenant, ça a perdu sa place. Avec maintenant ces médicaments-là, on ne l'utilise plus. Et c'est le même, pratiquement, c'est la même action que les autres médicaments. Donc, ce sont les médicaments que on donne en salle, comme je vous ai dit, en salle de coronarographie, plutôt qu'en la vie courante. La vie courante, c'est l'aspégie, ce que vous devez connaître, l'acide acétylsalicylique, qui est l'aspirine, vous connaissez sous le nom de l'aspirine ou l'aspégie, et le clopidogrel, qui est le Plavix. D'accord? C'est clair? C'est très clair.